Or le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la terre d'Égypte pour appeler les sauterelles afin qu'elles montent sur la terre et qu'elles mangent toute l'herbe que la grêle a épargnée. » Et Moïse le fit, et le Seigneur fit souffler tout ce jour-là et la nuit un vent brûlant. Et le matin venu, ce vent brûlant amena les sauterelles qui montèrent sur la terre d'Égypte et se répandirent en si grand nombre que toutes les provinces d'Égypte en furent inondées. Et toute l'herbe de la terre fut dévorée, et tous les fruits des arbres que la grêle avait épargnés, de sorte qu'il ne resta rien de vert sur les herbes, ni dans les champs en toute l'Égypte. On pourrait croire que depuis cet épisode de l'Ancien Testament, le fléau acridien a disparu ou seulement diminué d'intensité. Il n'en est rien. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce planisphère. Toutes les régions coloriées en rouge sont régulièrement visitées par les sauterelles. On a essayé de chiffrer ce que ces invasions de sauterelles ont coûté à l'homme pendant une période de 10 ans. On atteint des nombres de l'ordre de 200 milliards de francs. Les continents qui ont le plus à souffrir des incursions de ces insectes sont actuellement l'Afrique et l'Amérique du Sud. En Afrique, la sauterelle la plus terrible est aussi la plus anciennement connue, celle justement des Écritures, le criquet pèlerin, le Djirad el-Arbi des Arabes. Il pénètre en masse jusque dans les agglomérations humaines où il sème la panique. Le voici au Maroc, au sud du Grand Atlas, sur Agadir. Les hordes ailées envahissent les rues et les maisons. Cet insecte migrateur étend ainsi ses ravages sur toute l'Afrique du Nord, à l'équateur, et sur une grande partie de l'Asie méridionale. On voit les essaims rayonner tantôt vers l'ouest du continent africain jusqu'à l'Atlantique, tantôt vers l'Orient, jusque sur le Pakistan et l'Inde. Le foyer de ces migrations doit donc se trouver dans les grands déserts du Sahara au Thar. Observons les essaims qui tournoient autour des murailles de Taroudan. Au cours de vols multiples, les insectes changent progressivement de couleur. Le tégument, par accumulation d'un pigment spécial, prend une coloration terre de sienne, puis jaune paille chez les femelles, jaune citron chez les mâles. C'est un signe de maturité sexuelle. Alors, les couples se forment et s'ébattent sur le sable durci des rives ou du lit desséché d'un oued. Chaque individu s'accouple plusieurs fois. Les femelles, chevauchées par un mâle, se préparent à déposer leurs œufs dans le sol. Elles y creusent un trou au moyen de 4 pièces chitinisées placées à l'extrémité de leur abdomen, qui s'allongent considérablement par distension des membranes intersegmentaires. Les œufs agglomérés par groupes de 30 à 100 sont recouverts par un bouchon de mucus qui laisse passer l'air. Une femelle peut déposer une dizaine de ces grappes. Ainsi, c'est constitué par l'acte de ponte de milliers de femelles, un foyer grégarigène, reconnaissable aux taches blanches qui émaillent le sol, et qui sont autant de bouchons de mucus, autant de grappes. Les œufs se gonflent, éclatent sous l'action d'une hernie sanguine appelée ampoule cervicale, et donnent la liberté aux larves. En rampant le long de la paroi terreuse, elles arriveront à la surface du sol. De 15 à 60 jours après la ponte, selon la chaleur et l'humidité du terrain, le foyer grégarigène se trouve couvert de centaines de milliers de petits insectes, à mouvement vermiforme. Ce sont les criquets au stade rampant. Déjà, près de l'orifice de sortie commun à toutes les larves provenant d'une même grappe ovigère,